L'incertitude, une opportunité pour se restructurer. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans ce Business Summit, 3e édition donc, du Business Summit organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une opportunité pour se restructurer. Comment se restructurer en temps de crise? Comment profiter de cette période, même si on n'aime pas trop utiliser ce terme profiter, mais où l'activité a une autre temporalité, où les process sont parfois réajustés, doivent être réajustés. Comment en profiter pour faire aboutir des projets d'organisation interne. On va en parler dans cette table ronde avec nos intervenants. Je vous remercie déjà pour commencer d'être avec nous, d'avoir répondu présent physiquement à cette invitation de Business Summit et de la confiance que vous nous accordez aussi par votre présence. Nous avons donc Bénédicte Durand. Bonjour, vous êtes directeur général, directrice Directeur général de Messelec Composite, une entreprise de la transformation de matériaux composites, vous allez nous en parler. Vous faites des coffrets, de l'appareillage dans différents secteurs. Vous avez 4 usines en Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment en Ardèche. Tout à fait. Et une autre en Roumanie. Christophe Chambet, président de Précise France, du groupe Pracartis, donc président de Pracartis, un groupe industriel dans le domaine de l'outillage coupant, du perçage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous êtes concepteur de forêts, de fraises pour les machines-outils, pour les robots, bref. Le groupe est propriétaire de 7 entreprises françaises, 5 en Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment en Haute-Savoie. François Lahaut, vous êtes PDG, PDG de Lama France, une entreprise dans le secteur des consommables, je disais, les consommables d'impression. Vous ne produisez pas, vous distribuez, une activité en forte demande là, depuis mars dernier, et fortement dépendante des transports logistiques mondiaux. C'est ce que vous avez décidé de changer. Et puis également sur la table ronde ce matin, Philippe Garzon de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui accompagne bien sûr les entreprises de la région dans leurs investissements. Je vais vous inviter à poser vos questions à nos intervenants. C'est vos questions qui vont faire cette table ronde, donc n'hésitez pas à les inscrire dans l'espace message qui est à votre disposition. Les chefs d'entreprise sont là pour y répondre ce matin. Vous pourrez d'ailleurs, j'en profite, je fais une petite parenthèse, vous pourrez revoir cette table ronde et l'intégralité de cette matinée après, bien sûr, plus tard, en parallèle, en rediffusion, comme on dit, et également l'atelier sur la thématique de la diversification qui se fait en parallèle. Vous pourrez bien sûr le revisionner sur la page de cet événement. Nous verrons 2 vidéos ce matin également, 2 témoignages, celui du patron de Fermob, une entreprise régionale également, et de l'éleveur occitan, un groupe de producteurs laitiers qui nous diront aussi comment ils se sont restructurés, ils ont dû se restructurer pendant cette crise. Avant de donner la parole à nos chefs d'entreprise et puis de comprendre un petit peu comment ils ont pu, alors que tout le monde est un peu paralysé, comment ils ont pu, eux, lancer des projets. Je voudrais demander à nos internautes, vous qui nous écoutez, je voudrais vous demander qui vous êtes. On va lancer le sondage, je pense qu'il a dû, voilà, vous devez le voir apparaître. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous êtes plutôt une TPE, plutôt une PME, plutôt un représentant, bien sûr, un représentant d'une ETI, un indépendant, ou alors toute autre personne, vous pouvez être un politique, un étudiant, par exemple. N'hésitez pas à répondre à ce sondage, s'il vous plaît. Prenez juste vraiment quelques secondes pour cela. Ça nous permettra d'avoir une présentation, un profil un peu de tout ça. Alors, à quoi sert, on va commencer, à quoi sert de se restructurer cette année-là, en 2020 ? Chacun de vous a déployé beaucoup d'ingéniosité pendant cette période. Vous avez engagé vos équipes sur des projets pour restructurer, ça a questionné, challenger chacun votre organisation du travail aussi. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi d'abord, chacun de nos intervenants. On va peut-être commencer par Bénédicte Durand, Messelec Composite. Un mot rapide de chacun de vous, mais pour comprendre pourquoi. Pourquoi cette année ? Bonjour. Enfin, pourquoi cette année ? Pourquoi ? Parce que nous, on est toujours en mouvement. Et je considère que c'est vraiment important de toujours se remettre en question. Donc la crise, finalement, est qu'un signal extérieur
qui permet en fait d'avancer et de se projeter. Mais c'était dans la logique où, à un moment donné, vous êtes dit il faut travailler déjà sur l'après, il faut anticiper. Alors pas tout de suite, parce que c'est sûr que la première réaction, c'est quand même la stupeur, donc il faut passer cette étape. Mais cette étape, elle nous a rapidement donné de l'adrénaline, et de l'adrénaline avec de la peur, mais aussi avec beaucoup de courage. Et rapidement, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en œuvre, et puis comment on passe cette étape-là pour passer à la suite. Donc après, moi j'aime toujours bien la combinaison en fait entre des actions rapides, très efficientes qui permettent d'avoir des signaux positifs en fait pour les équipes et pour montrer que leur engagement il sert à quelque chose. Et puis après des actions plus long terme, donc notamment, je crois qu'on y reviendra avec nos travaux d'Hercule qu'on a mis en place pendant la période. D'accord. Christophe Chambet, chez Prakartis, même question. Pourquoi cette année vous avez décidé de lancer des projets? Vous l'avez très bien dit, on est face à une situation économique, sanitaire inédite qui nous plonge dans des difficultés ou dans des nécessaires adaptations. À partir de là, aujourd'hui, nos fondamentaux industriels, en tout cas ceux sur lesquels nos industries se reposaient, à savoir l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, sont en profonde mutation, en profond changement. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup le choix. Il faut chercher pour nos entreprises des relais de croissance. Il faut être capable de se projeter sur des nouveaux projets. En fait, j'ai envie de dire, il faut tout simplement essayer de réapprendre à entreprendre. Voilà. Ça va être quelque chose qui va être un fil conducteur pour nos entreprises, pour nos salariés. On les a préparés à cela depuis de nombreuses années. D'accord, donc c'est à la fois une réponse à la crise et une anticipation finalement. Même question que je vous pose, François Lahaut. Oui. Pourquoi cette année-là? Qu'est-ce qui vous a imposé peut-être cette restructuration? Alors bonjour, oui. Alors, il faut savoir déjà, à la base, un chef d'entreprise est obligé toujours d'essayer d'évoluer d'une manière générale en temps normal ou en temps de crise, encore plus. Et en temps de crise, cette année, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est un petit peu comme on s'avait échangé. Il y a toujours un peu l'entreprise sur 5 ans. Et sur les 5 années, avec cette crise-là, avec tout ce qui nous est arrivé, comment on peut essayer de, vous avez dit tout à l'heure, entre guillemets, profiter pour mieux rebondir après. Et c'est là qu'on a fait un choix, même d'investissement, et totalement changer notre ADN pour pouvoir arriver à suivre un peu cette évolution. Très bien. Merci pour cette première réponse un peu générale, un peu globale, mais c'était important. Philippe Garzon, je me tourne vers vous. Quelle a été la démarche, la réaction des chefs d'entreprise pendant cette crise? Qu'est-ce que vous avez constaté? Je crois que Bénédicte l'a dit, il y a eu un premier moment de stupeur. Et lors de ce premier confinement où tout le monde a été sidéré, bon nombre de chefs d'entreprise ont voulu profiter de ce moment de pause forcée, de retournement violent de leur modèle économique pour se réinventer. Et je crois que souvent les chefs d'entreprise sont un peu broyés par leur quotidien, n'ont pas toujours le temps et des fois l'énergie pour faire un pas de côté et se poser les bonnes questions, même si ça doit rester un vrai objectif de tous les jours. Bon nombre d'entre eux ont aujourd'hui voulu, du fait de ces crises, en faire une véritable opportunité. Et j'aime bien le mot de Christophe, réapprendre à entreprendre. Et voilà, ça a été une vraie volonté de profiter de cette crise et d'en faire une véritable opportunité. C'est ce qu'ils vont nous démontrer. Alors, on a convoqué ce matin, je fais juste une petite parenthèse sur le résultat du sondage, comme ça vous le savez également, vous qui êtes autour de la table. On a 41% des personnes qui ont répondu au sondage qui sont représentants de PME. De la région, 12% les ETI, 12% les indépendants et le reste, donc 36% quand même, qui sont les autres. Ça veut aussi dire que peut-être les étudiants, les politiques, ceux qui aujourd'hui aussi essaient de réfléchir à comment construire ensemble notre région, nos entreprises, sont très intéressés par
par votre témoignage, je voulais le signaler. On a convoqué, Philippe Garzon, le témoignage de Fermob, l'entreprise Fermob, sur son année 2020. Fermob, c'est un fabricant de mobilier de jardin. Mobilier, ouais. Moi, je pense que tout le monde connaît Fermob. J'espère que certains d'entre vous ont pu profiter du jardin du Luxembourg et de s'installer sur les chaises pour méditer. Le confinement qui arrive juste au moment du printemps et de l'été, saison importante pour cette entreprise, a fait que tout a été annulé, tout a été stoppé. Et du coup, Fermob a dû se réinventer aussi et a en quelques semaines créé un showroom virtuel pour pouvoir suppléer à l'annulation de tous les salons internationaux. Et en quelques jours, ils ont réussi à faire cela et du coup aussi revoir leur organisation parce que faire un salon virtuel avec l'Australie, ça sous-entend que vous ne dormez pas beaucoup la nuit. Donc voilà, c'est ce qu'ils vont nous montrer. Nous expliquer. On a rencontré Bernard Rébier, le président du conseil d'administration de Fermob. Regardez. Alors chez nous, c'est très cocasse. Le 15 mars, c'est la date où tout tourne, vu notre métier saisonnier. Donc il y a eu d'abord une immense inquiétude, et puis après un grand rebond. Donc on sort à la fois plus fort et quand même plus inquiet. Premier élément, nous ne nous sommes pas confinés. On a arrêté nos activités pendant 12 heures pour voir comment s'organiser et parce que l'aspect saisonnier du métier fait que c'est vital pour nous d'espérer faire quelque chose en mai, juin, juillet. La deuxième chose, on a passé en revue les 5000 commandes que nous avions en portefeuille dans le monde entier. Et là, je dois dire, la réaction de nos clients, notamment sur les pays étrangers, a été fabuleuse. Fabuleuse, de soutien. Troisième point, dans la façon de réagir, c'est anticiper. Et là, dès le mois d'avril, on s'est dit, ça risque de durer longtemps, donc il faut mettre en place de nouvelles choses. Il y a eu, d'abord, on a décidé de continuer nos programmes de développement produit, de ne pas s'arrêter, parce que l'innovation est une des caractéristiques de Fermob. La deuxième chose, on a continué des actions marketing et merchandising auprès de nos revendeurs. Et le retour a été fabuleux. Ils nous ont dit, vous avez été une des rares marques à être auprès de nous pendant ces périodes difficiles. Et puis la troisième chose, moi, dès le mois d'avril, j'ai dit, si ça dure, nos grands salons, nos présentations produits vont être affectées. Donc on investit sur un film. On ne s'est pas transformé en Spielberg, mais presque. On a construit sur un local de 300 à 400 mètres carrés un vrai stand. On a mis en scène avec des scénarios nos nouveaux produits et tout. Et ça nous a permis, au mois de septembre, de parler des nouveautés de 2021 à tous nos clients. Alors, des perspectives pour 2021, il y a évidemment de l'inquiétude, notamment pour la partie du business en lien avec l'hôtellerie. Nous ne sommes pas plus malins que les autres. Il y a beaucoup de confiance dans la marque de la part de tous nos partenaires dans le monde entier. Le salon virtuel, ce film qu'on a réalisé, on accompagne nos revendeurs dans des visites de notre site, à la fois le site internet, le site physique et tout, a mis tout le monde en confiance. Nos Australiens, on a eu la semaine de l'Australie par exemple chez Fermob, on était ouvert de minuit à midi à cause du décalage horaire, on a reçu, accompagné 80 revendeurs australiens. Beaucoup de gens dans le monde sont prêts à continuer à faire confiance à la marque. Alors, pour insuffler de l'optimisme, je dirais qu'un dirigeant, il n'est pas optimiste. Un dirigeant, s'il est dirigeant, c'est qu'il est déterminé. Nous sommes tous déterminés, ça c'est une chose. Et puis, je crois qu'il faut se faire confiance les uns les autres. Rien n'est facile en cette période. Faisons-nous confiance et puis travaillons chacun sur notre secteur, notre domaine et en étant bienveillants aussi par rapport à ceux qui nous entourent, nos collaborateurs qui peuvent se tromper, nos gouvernants qui peuvent se tromper malgré tous les efforts, les consommateurs qui sont imprécis. Donc voilà, bienveillance, confiance, discernement aussi au milieu de toutes ces informations. Voilà pour ce témoignage sur l'activité de l'entreprise Fermob. On va commencer ce tour de table avec vous, Christophe Chambet. Peut-être une réaction déjà à ce que vient de dire Bernard Rébier. Juste un mot quand même sur Prakartis que vous représentez. Alors, l'entreprise, il y a un an, était devenue fournisseur stratégique chez Airbus.
Autant dire que quand on travaille dans l'aéronautique et qu'arrive une pandémie, on se pose quelques questions, j'imagine. Vous avez décidé, vous, de transformer votre entreprise et de la faire basculer en mode start-up pour lancer de nouveaux projets, notamment, vous l'avez amené sur le plateau avec vous. C'est permis de les amener, oui. Ce masque transparent que vous avez réussi à lancer en 2020, une nouveauté, une innovation. Expliquez-nous ce qui vous est passé par la tête. Oui, alors tout d'abord, à l'image de Fairmode, je pense qu'il est nécessaire de ne pas céder, quoi qu'il arrive. Ça, c'est important. Ça, c'est la première leçon qu'il faut tirer d'une crise comme celle-ci. Ensuite, comme vous l'avez souligné, on est devenu fournisseur stratégique d'Airbus. Et ça, c'était issu de cette première crise assez violente que l'on a connue il y a 10 ans, qui était la crise des subprimes. Durant cette crise, on était principalement tourné vers l'automobile et on a décidé de s'ouvrir à des nouveaux marchés. Donc ce travail avait été effectué dans le cadre de l'industrie aéronautique. Et puis là, patatras, avec la crise de la Covid, industrie automobile, industrie aéronautique, les deux sont particulièrement touchés. Et donc, ces 10 années passées entre ces deux crises, nous les avons mises à profit pour travailler notre capacité à innover. Alors pour cela, on est entré dans un certain nombre de réseaux, notamment dans celui de notre département, Montblanc Industrie, qui est un accélérateur de croissance, qui regroupe plus de 320 entreprises et qui nous a permis de rencontrer énormément de chefs d'entreprise, dont certains avaient des ADN semblables aux nôtres. Bien. Durant la crise, au mois de mars, passé ce moment de sidération, comme vous l'avez bien dit, une fois qu'on a eu protégé nos salariés de ce virus, autant que se peut, protéger financièrement l'entreprise, puisque c'était un point aussi extrêmement important, bien voilà, à partir de là, tout recommence. Et un salarié, pas n'importe lequel, le directeur technique de notre groupe, voulait aussi participer à cet effort de collectif, à cet effort de solidarité. Alors quand on fabrique des outils coupants et des électrobroches, c'est pas bien évident d'arriver à apporter une solution à cette crise sanitaire, mais n'empêche qu'avec le réseau constitué, il a pu assimiler la filtration céramique que l'on utilise dans les filtres à particules pour le domaine automobile et essayer de le transposer pour des masques respiratoires. Donc très vite, il s'est mis en relation avec une société de notre réseau qui travaille la céramique. Et puis, nous avons commencé à réaliser ce masque. J'en ai apporté ici 2 modèles. Ils sont en cours de finition. On devrait les proposer sur le marché dès la semaine prochaine. Bien voilà, c'est un masque durable avec des filtres en céramique qui sont intégrés à ces cartouches qui permettent d'avoir des niveaux de filtration élevés. Donc beaucoup d'innovation dans ce produit, masque transparent, et on le sent bien et on l'entend quand on fait des forêts ou des fraises, quand on fait des objets coupants, on n'est pas vraiment a priori équipé pour faire du masque de protection. Vous avez, et c'est ce que je comprends de votre témoignage, vous vous êtes appuyé en fait sur 10 années après la crise de 2008, 10 années qui vous ont obligé à vous préparer finalement. Oui, c'est ça. Ce travail que l'on peut effectuer dans les différents réseaux auxquels on appartient nous ont conduit durant cette période à se positionner sur des projets type FUI, ces fonds uniques interministériels qui permettent de développer des projets de recherche et développement ambitieux. On a même été à un moment maître d'œuvre d'un projet européen, donc c'est pas anodin pour des sociétés de notre taille. Enfin voilà, ces différents projets-là, on a appris à travailler en mode collaboratif. Voilà, on a appris les règles pour travailler en mode collaboratif. Mode start-up un peu. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a changé dans votre organisation chez Prakartis? Si vous voulez, il n'y a plus de frein. À partir du moment où vous avez une idée, où vous avez la volonté d'innover, mais que vous n'avez pas le savoir-faire suffisant dans votre entreprise, le mode collaboratif lève les freins au développement puisque vous allez chercher des sociétés qui vous apportent cette complémentarité de savoir-faire et qui vont travailler avec les mêmes valeurs que vous au regard de ces projets. Vous voyez, par exemple, pour ce masque-là, il y a 6 sociétés qui ont travaillé avec nous, qui apportent, je pense, pas loin de 90% de l'industrialisation et de la réalisation de ce masque. Ces sociétés, elles étaient identifiées chez nous, on les connaissait, on se croisait, on avait déjà participé à des projets ensemble. Et à un moment,
on se rencontre et on avance, et on va vite. Et concrètement, comment vous mobilisez vos équipes est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon interne de travailler, d'organiser votre travail, ce mode collaboratif, ce mode start-up vous avez, je suppose, mobilisé quelques cadres de Praxartis pour travailler sur ce projet. Oui, et bien évidemment, on va retrouver la direction technique, la direction R&D, la communication, la partie financière, des chefs de projet. On mobilise un certain nombre de salariés, souvent des salariés très expérimentés. Et c'est là où il faut bien mettre les ressorts d'un équilibre assumé dans l'entreprise, à savoir que ceux qui vont être happés par ce nouveau projet, leur travail, il faut malgré tout qu'il soit fait, d'autres vont se substituer à eux. Donc si pas tout le monde peut participer à ce nouveau projet, ils y contribuent puisqu'ils prennent la place de ceux qui sont directement impactés. Et ça, c'est important puisque, une fois de plus, il n'y a pas deux entreprises, hein, il y a un ensemble de salariés qui travaillent sur le travail du quotidien et qui est capable de se projeter sur des projets innovants. D'accord. En interne, vous avez rencontré des freins ? Non. Qu'est-ce que vous identifiez aujourd'hui comme difficulté ? Non, on n'a pas eu de frein parce qu'on avait ça dans notre ADN. On avait, comme je vous l'ai dit, participé à un certain nombre de projets collaboratifs. Après, là où on peut rencontrer des freins, puisque ça c'est un projet, mais on en a développé d'autres hein, sur de la mobilité douce avec des vélos électriques. Enfin, voilà, il y a eu tout un tas de choses de fait. Les freins qu'on peut rencontrer sont des freins éventuellement financiers, mais une fois de plus, là je dois dire que notre écosystème, la région, l'Agence économique régionale, la BPI, l'État, enfin, tout le monde s'est extrêmement mobilisé pour que l'on puisse mener nos projets aussi loin qu'on le pouvait. Il fallait convaincre, bien évidemment, et c'est rassurant aussi hein, quand les acteurs publics comprennent ce que l'on veut faire et qu'ils décident de nous aider. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas rencontré de frein. Oui. Philippe Garzon, ce passage en mode start-up pour une entreprise comme Praxartis, je rappelle, il y a 200 personnes dans l'entreprise, 200 collaborateurs à peu près, presque 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment peut se passer, c'est ça ? 30 millions. Ah, c'est 30 millions. Je ne l'avais pas noté aussi, vous voyez. Vous faites bien de me le dire. 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Peut-être 10 millions, c'était sur Précise. Oui, c'est possible, sur une des entreprises. Sur une des entreprises. Quels accompagnements elles peuvent avoir ? Est-ce qu'il existe des dispositifs aujourd'hui pour accompagner ces entreprises qui veulent finalement se bousculer de l'intérieur ? Je crois que ça a été dit tout à l'heure par Julia de Funès. Ce qui est important pour un chef d'entreprise, c'est de ne pas rester seul. Ça a été dit aussi par Martial Saddier. Donc, les collectivités, la région, premier chef, met en œuvre des dispositifs de soutien aux entreprises pour les aider dans la mise en œuvre de leurs projets. Elle met en œuvre aussi des outils comme l'Agence économique régionale. Christophe a parlé de Montblanc Industrie, que la région finance, et tout cela pour les aider, leur faciliter l'accès au réseau, accès à des compétences. Et je crois que au-delà, souvent on pense aide financière qui existe et dont a pu bénéficier Christophe de la région. Il faut savoir qu'il y a des structures comme les nôtres qui sont véritablement là pour les aider à gagner du temps et à avoir tout de suite le bon contact avec la bonne personne pour mettre en œuvre leur projet. Et l'importance du réseau. Bénédicte Durand, Messelec Composite, alors c'est pas du tout le même fonctionnement. Là par contre, vous n'avez pas forcément fait appel à un réseau au départ. Au contraire, vous vous êtes dit, le ralentissement d'activité intervenant tout de suite en mars, vous vous êtes dit, il faut réaffecter ses compétences sur des projets de restructuration interne. Et alors ce qui est très intéressant, et puis ça a donc débouché à plusieurs choses, on en parlera, c'est intéressant parce que tout cela, c'est le résultat d'un grand brainstorming de votre CODIR que vous avez lancé très tôt, que vous avez même nommé, titré « Les travaux d'Hercule ». Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, très rapidement, en fait, dès le mois d'avril, en effet, pour moi, la crise, c'était l'occasion de se dire, voilà, comment on fait un pas de côté et comment, en fait, on s'organise pour la suite et c'est quoi la suite. Voilà. Bon, je considère d'ailleurs pas qu'on est complètement sorti de cette crise. Je crois que ça serait un peu prématuré que de dire ça, mais du coup, voilà, comment on structure, quelles opportunités on saisit, parce que je crois qu'il faut, vous l'avez dit, et je crois que c'est important, c'est à un moment donné. Voilà, comment on fait ça. Et moi, j'ai toujours à cœur d'emmener mes équipes, je crois véritablement dans l'humain. Je crois que la richesse de nos entreprises aujourd'hui, ce sont nos collaborateurs. Et du coup, c'est de dire voilà, comment je les embarque pour qu'on puisse réfléchir ensemble en fait, à la suite.
Donc dès le mois d'avril, je leur ai confié des groupes de travail, en fait des réflexions transversales, pas tout à fait sur leur cœur de métier, ou des binômes ou des petits groupes, alors fonction un petit peu sur leur thématique, et puis d'autres, j'aime bien aussi sortir des zones de confort. Vous les avez challengés finalement sur voilà, cette réflexion-là. je crois que c'est ce qu'ils pourraient dire en tout cas, et sur quel sujet ? Donc des sujets très différents qui globalement couvrent l'ensemble de l'entreprise. Comment manager des collaborateurs à distance et comment les valoriser. Alors voilà, je dis pas aujourd'hui qu'on a toutes les questions, enfin toutes les réponses en tout cas sur tout. Néanmoins, c'est poser des questions. Parce que c'est vrai que ça, c'était avec le télétravail une nouveauté, même si on en faisait un petit peu, ça restait de l'exceptionnel. Et du coup, on n'avait pas nécessairement mis en place des routines managériales. D'accord. Donc ça, il faut encore qu'on évolue là-dessus. Notre réflexion de dire l'industrie du futur, l'industrie 4.0, pour nous, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça nécessite comme changement et qu'est-ce qu'on fait ? Et est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Comme Christophe, alors on a une réflexion beaucoup plus humble, mais nous on s'est dit, et si on se transformait, vieille industrie, création Messélex c'est 1934, si on se transformait en start-up, ça donne quoi ? Là, on s'est vraiment, en plus, c'est vraiment intéressant parce que c'est de l'innovation aussi de posture, en fait, c'est de l'innovation de process, au-delà de la R&D qu'on fait nous dans nos industries pour lesquelles on est plus habitués, c'est-à-dire là aussi comment on change nos comportements. On avait une thématique aussi sur la création de valeur ajoutée et puis une autre sur le commerce, opération commando, comment on fait du commerce sans voir nos clients. Et là, cette période-là, ces travaux d'Hercule, ça a duré combien de temps ? Donc travaux d'Hercule, j'aurais confié ça courant du mois d'avril pour un livrable fin juin. Donc là, c'était la date où on pouvait se réunir et faire un vrai séminaire d'entreprise, très agréable. Et puis d'ailleurs, une vraie bulle aussi, une vraie parenthèse de revoir ces équipes et de passer une journée ensemble. Donc ça, c'est vraiment aussi, ça apporte beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées. Et à la sortie de ça, j'ai un livrable. Alors on en parlait en préparant cette intervention, mais j'ai un book véritablement de séminaire sur ces travaux d'Hercule, qui est en fait du coup notre matière pour notre plan stratégique des 10 ans à venir. D'accord. Donc ça vous a permis de construire votre plan stratégique. Exactement. Donc moi, ça m'a permis de faire mon pas de côté, mais juillet, août, le temps de remettre un peu tout ça dans l'ordre, un peu de randonnée, et finalement, on fait passer tout ça par le filtre un peu du raisonnement du chef d'entreprise. Et donc aujourd'hui, on est en train, on annoncera notre plan stratégique en début d'année, qui est vraiment dont la genèse se situe en fait dans ces travaux d'Hercule. Donc ce sont les équipes, les collaborateurs qui finalement sont à l'origine de ce plan stratégique. Très bien. Juste alors quelques exemples de ce que cette réflexion à quoi cette réflexion a donné lieu. Un atelier modèle a été créé pendant cette année 2020. Vous avez décidé là vraiment de transformer finalement même l'atelier de production. Donc là, on est dans la thématique en fait industrie du futur, industrie 4.0. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, on est parti du principe, c'est qu'il fallait qu'on élève notre niveau de jeu. En tant qu'industrie avec un peu d'antériorité, c'est sûr, on a des process, on a du management visuel, où on savait, on était conscient en fait qu'on pouvait faire mieux, mais néanmoins on l'avait jamais mis dans les priorités, parce que globalement ça fonctionne, les clients sont satisfaits, ça fonctionne correctement. Et là, on a véritablement décidé d'accélérer et de professionnaliser ça et de créer donc un atelier modèle qui est aujourd'hui une partie en fait d'une de nos usines, dans lequel on standardise tout l'atelier avec l'objectif en fait de dupliquer ça sur l'ensemble de nos usines, l'ensemble de nos sites et les sites à venir. Donc notamment avec la mise en place de nouveaux rituels de management, avec la mise en place de management visuel, etc., etc. On accompagne les collaborateurs dans cette évolution. Donc on a aussi accéléré notre plan de formation. On a pris notre plan de formation de 3 ans et on l'a rétréci en moins de 6 mois. Donc là, évidemment, accompagné par les dispositifs de la région. Sur la partie industrie du futur, accompagné par un cabinet, pareil, avec une prise en charge de la région qui nous aide en fait à modéliser tout ça et également en fait à l'implémenter et à accompagner, pardon pour la redondance, mais cette conduite du changement avec les collaborateurs. Oui, alors avec les collaborateurs, je fais rapidement parce que le temps passe, mais avec également les
vos fournisseurs, hein. Vous avez décidé de restructurer également toutes ces relations fournisseurs, de retravailler sur votre chaîne de valeur. J'ai une question qui arrive sur le chat. Comment avez-vous intégré vos collaborateurs à vos réflexions en dehors du CODIR? À quel moment? Sur le télétravail notamment, la question du télétravail. Alors déjà le CODIR, en fait, les travaux d'Hercule, je l'ai fait avec un CODIR élargi que j'ai appelé COPIL, voilà, pour justement avoir une représentativité suffisante dans la réflexion et dans le séminaire. Et c'est vrai qu'il y a une... vraiment, enfin, beaucoup de cohésion en fait de ce groupe-là qui s'est constitué tout de suite la première semaine de la crise, enfin, la semaine du 16 mars. Et après, moi, je considère qu'il n'y a pas de secret, en tout cas, que c'est du dialogue, beaucoup de communication ascendante-descendante. Donc, beaucoup de présence de tout ce COPIL, en fait, dans les ateliers, au plus proche des équipes. On a vraiment essayé de garder nos valeurs, en fait, d'empathie et de s'assurer que nos collaborateurs aillent bien, évidemment, la mise en sécurité de nos collaborateurs, mais aussi la mise en sécurité financière. Mais voilà, essayer, malgré, en fait, le contexte, nos entreprises, la valeur, c'est l'humain, donc comment on les protège? Très bien. Et comment on les intègre? Merci beaucoup. Je vais demander également un mot à François Lahaut maintenant. Vous êtes donc PDG de Lama France. Oui. Merci de votre intervention, Bénédicte. On a encore des questions qui arrivent, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous réinterviendrez. Lama France, donc, vous travaillez dans les consommables d'impression, je l'ai dit, un marché en plein essor. Tous les foyers ont besoin d'imprimer aujourd'hui. Hein, on est tous d'ailleurs confrontés à ce besoin-là de s'équiper, mais qui dépend beaucoup de la sous-traitance chinoise. Oui. Et donc, sur une partie de votre activité, qui est notamment le remplissage de cartouches que vous faisiez faire en Chine, vous avez décidé de rapatrier tout ça et de créer une usine à Rieux-la-Pape, dans le Rhône. L'usine est ouverte? Non. Pas encore là? Non, c'est prévu pour début janvier 2021. Alors expliquez-nous comment ce projet est ressorti des cartons en pleine crise sanitaire quand même. Alors il y a une réflexion qui était sous-jacent dans les cartons l'année dernière pour une préparation, pour une réflexion de pourquoi pas éventuellement de relocaliser la production en France. Ensuite, si on regarde chronologiquement 2020, même si on est au mois de décembre, mais ça s'est passé à une vitesse à la fois rapide et en même temps des fois un peu long pendant le confinement, etc. Il faut savoir que septembre 2019, on commençait à annoncer l'apparition d'un virus en Chine. Ça s'est un peu confirmé officiellement octobre, novembre, décembre et janvier. Je me rappelle, à l'époque, j'étais encore avec des partenaires chinois en réunion dans un hôtel à Lyon, parce qu'on n'allait plus déjà en entreprise, parce que comme ils venaient de l'extérieur, pour pas justement parler de l'importance des collaborateurs, pour pas les effrayer. Donc on a pris une réunion dans une salle d'hôtel. Et très rapidement, donc au mois d'octobre, Nouvel An chinois, fin janvier, Nouvel An chinois, et normalement les usines sont fermées et rouvrent au mois de mars. Et nous, pendant ce temps-là, on tombe dans le confinement. Donc pas de livraison des marchandises au mois de mars, avril, mai, ou très peu, ou très difficilement, et parallèlement, il y a une demande importante. D'accord ? Heureusement que nous, comme ça fait 30 ans que l'entreprise existe, nous avons donc une gestion de stock qui est assez importante pour pouvoir au moins temporairement répondre aux besoins. Et je salue par la même occasion, comme disait Bénédicte, de toute façon, pendant les crises, seuls les collaborateurs, ensemble, arrivent à pouvoir nous aider à traverser cette période difficile. Et donc, toutes les équipes ont été mobilisées, le service, on va dire, achat, approvisionnement, logistique, même les services support. Il faut traiter les commandes, il faut livrer les clients, il faut pouvoir répondre en télétravail, et première fois. Et tout ça a été très, très difficile. Et en plus, conjoncture internationale, plus d'avions, donc plus d'envois aériens possibles, ou alors à des prix exorbitants, beaucoup moins de bateaux. La chaîne logistique supply chain a été largement affectée pendant cette période-là. Donc on a fait exactement comme on peut. Et pendant cette période-là, je n'ai absolument, contrairement à mes confrères ici, on n'a absolument pas de dire qu'est-ce qu'on fait dans les 5 ans. C'est vraiment l'urgence immédiate pour pouvoir répondre aux besoins. Et après, au mois de mai,
qu'on a déconfiné, je me suis dit, tiens, avec tout ce qu'on a comme problématique liée à la gestion de la logistique internationale, pourquoi ne pas profiter pour vraiment acter quelque chose qu'on a dans le carton et de voir la faisabilité de le réaliser. Sécuriser votre logistique. Alors, il faut savoir qu'on a une famille de produits qu'on appelle des reconditionnés, qu'on a besoin de récupérer des produits usagés dans les grandes surfaces, chez les particuliers, et ensuite de pouvoir... alors, au départ, on les envoyait en Chine, les sous-traités, et ensuite ramenés en France pour être distribués et emballés en produits finis. Oui, ça fait quand même beaucoup de Donc, ça mouvements. fait une logistique un petit peu... Et tout ça a été très affecté pendant cette période. Et du coup, on s'est dit, pourquoi on ne le ferait pas? Donc, très rapidement, au mois de mai, j'ai pris la décision d'avancer avec une partie de l'équipe sur ce projet-là. D'accord. Et je dois dire que... Comment vous avez rendu ça possible en interne? Je suppose que et la question s'est posée aussi pour tous ceux présents sur le plateau aujourd'hui. C'est-à-dire que ça chamboule quand même vos équipes. C'est rajouter de l'incertitude à l'incertitude pour les collaborateurs souvent. Comment vous avez-vous essayé de faire passer ce message, de donner confiance, de continuer à porter vos équipes? Alors, j'ai pas pu travailler un peu comme vous avez le fait d'une manière collaborative parce qu'on avait une urgence absolue de pouvoir traiter immédiatement, de trouver des solutions face à la situation. Mais j'ai quand même détaché une petite équipe de 2-3 personnes pour se consacrer sur ce projet. D'accord ? D'un côté, on assure le immédiat, et puis de l'autre côté, d'avoir une petite équipe pour pouvoir travailler sur ce projet. Et je dois dire que, évidemment, on n'est pas parti d'une feuille blanche parce qu'il était dans les cartons. Donc, on a fait des études de faisabilité, on a fait des simulations, etc. Et du coup, on a ressorti tous ces chiffres-là, on les a vérifiés pour être sûr que ça pourrait éventuellement marcher. Et très rapidement, on a... Je dois dire qu'en 2 mois de mai, janvier, je pense que c'est pas mal d'avoir su créer un outil qui soit fonctionnel. On n'avait pas de local, j'avais même pas de responsable de production, j'avais pas d'équipe, et je ne connaissais rien. Tout à l'heure, en buvant un café avec Bénédicte, je me suis permis de lui poser la question parce qu'il a une grande expérience industrielle. Et je dis, est-ce que c'est difficile ou pas? Et j'attendais qu'il va me dire, oui, mais fais attention à ça. Il me dit, c'est super facile. C'est très, très facile. Et du coup, ça m'a rassuré. J'ai l'impression d'avoir bu un double café. Et je pense qu'on va, Alors, ce qu'il faut dire quand même en interne, c'est que vous avez créé une nouvelle société pour porter ce projet. Oui. C'était aussi une façon de ne pas trop impliquer, engager vos collaborateurs, votre entreprise, de ne pas trop les inquiéter peut-être? Alors, il faut savoir que nous, on est une société de conception, importation et distribution. Et là, on passe dans un deuxième métier qui est totalement différent de fabrication. Bienvenue dans la famille des industriels. Et c'est ce que je disais aussi en échangeant avec des confrères tout à l'heure. Ça serait drôle de se réinventer au bout de 31 ans et de trouver totalement un nouveau métier tout en intégrant, c'est-à-dire que c'est une continuité de ce qu'on fait, mais d'une manière totalement différente. Donc c'est un beau challenge, je pense que pour les 5 prochaines années, et notamment le site, on pense à terme créer 30-40 emplois minimum, et si on rajoute en plus le centre de tri que nous avons au Portugal, plus l'emballage au Portugal, je pense qu'on finira à 50-60 personnes sur le site. Bravo, Ouais. c'est un très belle ambition en tout cas. Philippe Garzon, est-ce que la période est propice à ce passage de nos entreprises régionales vers de l'industrie finalement, sur de l'investissement industriel? Alors, je ne sais pas s'il est propice, en tout cas, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, une vraie volonté de l'ensemble des acteurs que de soutenir et de favoriser ce genre d'initiative.
Moi, je veux quand même saluer le travail qui est fait. Vous imaginez la somme des actions auxquelles il va falloir penser, auxquelles il faut penser. Quand vous avez des projets comme ça, vous ne devenez pas distributeur, producteur en quelques jours. Et on voit tout ce que Bénédicte et ce qui a été fait par l'ensemble des entreprises ici. Donc c'est assez phénoménal. Donc aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique d'accompagner tout ce mouvement-là, des opportunités. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des outils qui ont été mis en place. Oui, profiter de ces opportunités, de ces nouveaux outils, ces accompagnements, notamment financiers, dans le cadre des plans de relance qui ont été faits par l'État et la région, pour justement venir financer et soutenir de tels projets. Je pense que c'est important de le souligner. L'éleveur occitan, c'est une entreprise régionale, aussi un groupement de producteurs laitiers. On est allé questionner Christian Broussal, son président, et Adélaïde Gros, directrice générale du groupement l'éleveur occitan, sur leur année 2020. Je vous propose peut-être de regarder ce témoignage avant de conclure cette table ronde. Je suis Christian Broussal, président du groupement de producteurs de l'éleveur occitan, basé à Morse. Adélaïde Gros, directrice de l'éleveur occitan à Morse. Alors l'impact sur la crise sanitaire sur l'entreprise a été relativement conséquent, de l'ordre de 40% et plus sur les ventes de produits. C'est greffé dessus la perte de lait non transformé, qui a généré des pertes conséquentes vu le cours du lait spot sur la période. Alors nous avons réagi de manière très réactive puisque nous avions déjà fait un diagnostic de l'entreprise auparavant avec des points précis et nous avons mis en place ce diagnostic assez rapidement de manière à ce qu'on puisse orienter une meilleure collecte, dynamiser nos ventes, orienter un petit peu la commercialisation sur d'autres créneaux pour pouvoir arriver en fin d'année avec une perte de chiffre d'affaires d'environ 15%. Donc ça nous a permis de limiter un petit peu la casse. Aujourd'hui, le bureau, le conseil d'administration de l'éleveur occitan a défini un cap, une stratégie pour l'année à venir. On s'efforce de mettre en place, en tout cas de préparer les actions pour y répondre. Donc ça veut dire évidemment poursuivre nos innovations en termes de développement produit, poursuivre notre développement commercial. Donc malgré le contexte et l'incertitude, on essaye de s'adapter avec par exemple le fait que l'éleveur occitan a très récemment intégré la plateforme Acheter en Auvergne pour essayer d'être le plus réactif possible par rapport également au changement de consommation. Je pense évidemment être réactif, s'adapter, c'est un élément essentiel, et puis probablement oser. Parce que dans ces temps compliqués, d'incertitude, on est obligé d'aller vers des nouveaux créneaux, des nouveaux produits, des choses qu'on n'avait pas imaginées au départ. Être réactif, hein, c'est une des qualités là, que l'on entend bien dans ce témoignage aussi. Et on l'a bien entendu, vous avez essayé d'être, et vous essayez d'être de plus en plus réactif en faisant revenir certaines activités plus proches de vous pour certains, d'autres en essayant de travailler en mode collaboratif au plus près finalement de l'entreprise. C'est important hein, d'être un chef d'entreprise visionnaire. Ça sera la dernière question avant de terminer cette table ronde que je voudrais vous poser à tous. Je vais peut-être commencer par vous, Bénédicte Durand. Quelles sont les recettes humaines du chef d'entreprise pour ce rebond? Quelles qualités vous avez dû déployer pour embarquer finalement toute l'entreprise et vous-même? Parce que je suppose qu'il y a des matins où ce n'est pas aussi simple. Alors, je ne me permettrai pas d'en faire des généralités. Je vais à la rigueur juste parler de moi, comment je réagis, comment j'agis. Moi, je crois de plus en plus en fait à l'intuition et j'avais préparé ce mot avant l'intervention de Juliette Funès, mais voilà, je crois qu'en fait aujourd'hui il y a une vraie part et une vraie reconnaissance de cette intuition et que cette intuition en fait elle se construit avec l'expérience.
Donc voilà. Néanmoins, pour avoir cette capacité à écouter son intuition, il faut aussi se connaître. Je pense que ça, c'est extrêmement important, connaître ses collaborateurs. Moi, je travaille aussi beaucoup là-dessus avec eux, pour savoir comment on se ressource, en fait, et où est-ce qu'on va chercher notre énergie, où est-ce qu'on va chercher notre confiance, parce qu'on a peur. Moi, il y a des jours où j'ai peur. C'est pas l'énergie qui me manque, parfois, c'est que j'ai un peu la frousse quand même. Mais la peur, ça donne aussi du courage. Donc voilà, c'est trouver cette bonne balance. Christophe Chambet, même question. Vos valeurs, vos qualités, Oui. comment vous faites le matin pour le matin du mois de mars, par exemple, pour vous lever? Il faut garder la tête froide. Hein. C'est bien évidemment, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas paniquer. Ça, c'est la dernière chose à faire. Il ne faut pas hésiter à s'entourer de personnes qui peuvent vous donner de bonnes informations, qui peuvent vous aider. Ensuite, il faut, voilà, comme l'a dit Bénédicte, du bon sens, hein, finalement. Ne pas hésiter à fédérer, à rassembler, à communiquer, expliquer ce que l'on fait. Chercher à travailler dans un écosystème qui est extrêmement, toujours beaucoup plus important que l'on croit. Hein. On a énormément de choses à gagner, à s'ouvrir aux sociétés qui sont autour de nous, et notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, tout simplement, peut-être chasser en meute. François Lahaut, même question. Alors, la période difficile, moi je pense que, en tout cas, ce que j'ai fait pendant... Moi j'étais tous les jours, pas bien, mais sur le site pendant le confinement. Moi je pense qu'il faut rassurer, il faut... Tout à l'heure on parlait de transparence, sincérité, communication, accompagner, parce que Bénédicte l'a dit, un collaborateur est en plus un être humain. Et je pense que pendant ces périodes-là, en fonction de l'environnement familial de chacun, les problématiques qu'on peut se poser, et il y a des gens qu'on a vraiment besoin d'accompagner. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas sortir indemne, il faut prendre le temps de pouvoir les écouter. Merci beaucoup. Philippe Garzon, pour terminer, on est à la fin du temps imparti pour cet échange, mais vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, sincèrement, toujours impressionné par les chefs d'entreprise qu'on a la chance de côtoyer, l'énergie qu'ils ont au quotidien. Leur dire que l'agence fait partie des sparring partners qui est à leur disposition. Ils sont souvent seuls et donc nous sommes à leur disposition pour les aider, les soutenir. À des moments, moi, pour les entreprises que j'accompagne, les rebooster et en tout cas leur mettre à disposition tout l'écosystème dont a parlé Christophe et qui est vraiment à leur disposition pour les aider au quotidien dans leur mission. Oui, d'autant que la crise n'est peut-être pas finie. Vous la voyez comment, cette fin de crise ? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, Christophe Chambet ? Moi, je suis dans un état d'esprit combatif, comme au premier jour. Je pense qu'on a le plus dur est derrière nous. Aujourd'hui, les informations qui nous parviennent sur les vaccins et sur l'amélioration des traitements nous laissent entrevoir une porte de sortie à court terme. Vous êtes rassuré ? Je pense que l'hiver va être encore un peu compliqué, mais que le printemps sera magnifique. D'accord. Même chose, même témoignage. La fin de crise, oui, c'est quand pour même vous ? Témoignage. Après, ça risque de durer longtemps. Donc, de toute façon, on n'a pas cette échelle temps. Ce qui est important, je pense, c'est d'avoir des projets. Et petit clin d'œil, mais je salue l'agence que j'ai encore eue hier soir à 20h. Donc, aussi très disponible. Alors, j'ai une question qui me vient sur le chat. Je vais vous la donner tout de suite avant de terminer cette table ronde. Avec qui avez-vous échangé durant la crise, le confinement ? Avez-vous des cercles de dirigeants pour échanger sur vos craintes, pour vous challenger, des sparring partners ou des conseillers, des consultants? Comment vous faites pour trouver les réponses? François Lahaut. Collaborateurs. En interne. Ouais. D'accord. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, dialogue, transparence, on a un problème, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, encore une fois, nous, on est une situation un tout petit peu différente. On était vraiment en surcapacité de travail. Et après, je voulais juste aussi... j'ai oublié de souligner une chose importante, c'est que si on a réussi à mettre un outil industriel en 6 mois, c'est aussi la région qui nous a beaucoup accompagnés. Oui, les collectivités. Exactement, notamment Madame Felten, qui nous a mis en contact, parce que, on parlait tout à l'heure, normes et réglementations, c'est important en France. Le côté aussi RH, parce que quand d'un coup on prend 5, 10, 20, 30 personnes dans une période courte, il faut être accompagné aussi. Et là, c'est vrai qu'on a été très grand, même pour le financement du projet, on a été orienté par la région.
Et voilà, donc pour répondre à votre question... Les soutiens existent, hein, oui, bien sûr, bien sûr, en région. bien sûr. Ça, c'est évident. C'est je pense que ce que Philippe Garzon disait il y a un instant. Et il faut aller les chercher. Il faut aller tirer toutes les ficelles Déjà, il faut savoir où. possibles. Et il faut savoir où. Oui. C'est ça. Bon, la région, ça va. C'est à proximité quand même. Bénédicte Durand, même question. Vous avez fait beaucoup travailler avec votre CODIR, mais vous personnellement, en tant que dirigeante, aussi au travers d'échanges en fait avec d'autres chefs d'entreprise, beaucoup. C'est vrai que je trouve que... Mais c'est des chefs d'entreprise que vous connaissiez? Alors pour certains, votre oui, secteur, pour certains, non. Voilà, il y a un certain nombre d'initiatives en fait qui ont été organisées par des services type MEDEF, type voilà, des communautés en fait qui se sont créées à cette occasion-là. Et c'est vrai que voilà, participer à ça, c'était aussi une prise de hauteur nécessaire et aussi des belles rencontres. Et puis voilà, on voit que très rapidement ce matin, on se réchange aussi des cartes de visite très facilement, donc on voit qu'on a gardé quand même notre ADN. Oui, Christophe Chambet, les réseaux, les clusters dans lesquels vous faites partie aussi peut-être, vous les avez sollicités? Absolument, notamment le cluster Mont-Blanc Industrie auquel je participe énormément, mais aussi l'association Perle qui est gérée par la région sur notre territoire, grâce à laquelle on rencontre énormément de chefs d'entreprise. Le mode collaboratif se prête aussi à rencontrer beaucoup les dirigeants et échanger avec eux dans ces périodes troublées. Voilà, après, il existe aussi d'autres canaux. Il y a le cercle familial, le cercle d'amis. Enfin, il ne faut pas hésiter à rompre la glace et surtout ne pas rester isolé. Ça, c'est la règle principale quand ça tangue aussi fort que ce qui se passe actuellement. Ouais. Il faut aller chercher des réponses, peut-être chercher à se rassurer aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci à tous les quatre d'avoir donné vos impressions, avoir partagé aussi votre expérience de cette année 2020. Peut-être qu'on se reverra fin 2021 pour parler de 2021 parce qu'on ne sait pas encore trop. On est dans l'incertitude et c'est bien ce qu'on a tous compris. Dans un instant, vous allez pouvoir nous retrouver ici sur ce plateau pour une table ronde à 11h35 précisément, donc dans quelques minutes. Cette table ronde est intitulée « Comment préparer ensemble le rebond, relocaliser, industrialiser, digitaliser ». Engager la RSE, ces quatre grandes démarches pour préparer ensemble le rebond. Ce sera le sujet de notre table ronde. On laissera également la parole au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui viendra nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à faire, on fait une petite pause de quelques minutes et on se retrouve ici même avec de nouveaux intervenants, avec de nouveaux chefs d'entreprise, notamment le président de Boehringer Ingelheim, le président de Vicat, le directeur du développement d'une entreprise, d'une PME Chamatex qui investit beaucoup cette année et le directeur régional de Siemens. Ils seront autour de la table à mes côtés dans quelques minutes. À tout de suite.